Excusez-moi. Alors, donc je vous l'ai dit, moi je suis anesthésiste réanimateur, et on parle d'intelligence artificielle. Au départ, on ne voit pas très bien pourquoi il existe un lien. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, on se comprend tout de suite pourquoi l'anesthésie réanimation, c'est le terrain de jeu de l'intelligence artificielle. On a des patients, d'accord, qu'ils soient au bloc opératoire ou qu'ils soient donc en réanimation. Et ces patients, et c'est une caractéristique de l'anesthésie réanimation qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres spécialités, ils sont scopés toute la journée, on va monitorer beaucoup de paramètres vitaux, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation. Certains sont même ventilés, que ce soit au bloc opératoire ou que ce soit en réanimation. Certains ont des médicaments par voie intraveineuse avec l'utilisation de pousse-seringues. Certains vont avoir donc, des scanners, des radios, de l'imagerie. Et tout ceci, ça crée finalement, ce dont on a parlé hier, ça crée de la donnée. On a des patients qui sont en permanence monitorés, chez qui on va enregistrer toute la journée donc, de la donnée. Et vous me voyez arriver, parce que l'anesthésie réanimation, c'est la spécialité de la donnée numérique. Et donc du coup, cette donnée numérique, on va, depuis maintenant des dizaines d'années, les anesthésistes réanimateurs et les chercheurs, ils cherchent à transformer ce flux de données donc, en décision, pour qu'on puisse faire des diagnostics, qu'on puisse pronostiquer plus précocement donc, ces patients de manière précise et dans un avenir probablement très proche, de manière automatisée. Alors le pipeline de l'intelligence artificielle en anesthésie-réanimation, il n'est pas forcément différent de celui qu'on peut trouver dans nos spécialités. Donc je l'ai dit, il y a de l'enregistrement donc, de données numériques. Ces enregistrements nécessitent des infrastructures très très importantes pour pouvoir garder ces données. Aujourd'hui, en France, on a des entrepôts de données de santé, ce qu'on appelle des data warehouses, dans lesquels on va enregistrer les données de tous nos patients. Et ces données numériques, elles vont être transformées par des algorithmes qui sont aujourd'hui à définir ou qui sont déjà connus et décrits dans la littérature, où ces algorithmes, on va leur faire passer donc des modèles de deep learning, de machine learning, de LLM, de large language model ou de boucle, pour pouvoir finalement utiliser donc, ces données et ces algorithmes dans un usage clinique, majoritairement aujourd'hui pour la prédiction, et vous l'avez dit, mais aussi pour la classification donc, des patients. Ce que je dis souvent à mes internes, c'est que l'objectif de l'anesthésiste réanimateur, finalement, c'est un petit peu comme un assureur, c'est prévenir le risque, d'accord ? Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle est extrêmement intéressante ici, puisque ça va nous permettre de prédire l'évolution de nos patients, la survenue de défaillances d'organes, voire même la mortalité. Mais aussi, ça peut servir pour certaines aides cognitives, et je vais vous en parler, et l'automatisation des tâches. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus expérimental, qui relève plus du laboratoire numérique pour le moment. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui plein de papiers qui regroupent les types de méthodes d'intelligence artificielle qui sont utilisées en anesthésie, réanimation et en médecine périopératoire. Là, je vous ai sorti un papier qui est sorti l'an dernier dans un grand journal qu'on appelle le British Journal of Anesthesia. Et vous voyez qu'ils ont regroupé finalement en jaune donc, toute l'intelligence artificielle en médecine périopératoire et ils ont décliné selon le type d'algorithme qui peut être utilisé. Vous avez le machine learning en bleu qui va vous permettre donc, de prédire la survenue de défaillance d'organes. À l'intérieur même, on a le deep learning, on va en reparler, où la machine est capable d'apprendre elle-même grâce à des réseaux de neurones. Et enfin la pronostication du patient. Alors l'utilisation de l'intelligence en anesthésie et réanimation, ça date pas d'hier, ça fait plusieurs temps quand même qu'on l'utilise, et finalement le mot intelligence artificielle, c'est pas un mot qui est très récent, on l'utilise maintenant depuis des dizaines d'années. Et je vous l'ai dit, un de nos objectifs, ça va être finalement donc de voir comment on peut utiliser cette IA au sein même du malade, parce qu'on parle beaucoup donc de données, on parle beaucoup donc d'algorithmes, mais on parle finalement assez peu du malade. Et le malade, c'est ce qui fait finalement la part centrale de notre prise en charge, c'est ce pourquoi on a été formé, et c'est ce pourquoi on va utiliser l'IA pour améliorer le pronostic de notre patient. Donc aujourd'hui, il y a 4 grands types d'IA qui sont utilisés en anesthésie-réanimation. Vous avez en jaune donc, le machine learning. Le machine learning, il est majoritairement utilisé pour prédire. On va prédire la survenue de complications au bloc opératoire pour l'anesthésiste, la survenue de complications post-opératoires en réanimation pour le réanimateur. Ensuite, en bleu, vous avez le deep learning. Le deep learning, c'est cette technique d'intelligence artificielle qui va permettre à la machine d'apprendre,
D'accord, c'est un type de machine learning qui est dit en réseau de neurones dans lequel la machine va apprendre d'elle-même et elle va être capable donc de reconnaître donc des signes vitaux, de reconnaître donc des signes sur l'imagerie. On en reparlera sur les présentations donc, à la suite. Et par exemple, quand vous allez faire une échographie, elle va vous dire là il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, en vert, on a l'utilisation large des large language models. Hein, c'est typiquement ChatGPT, c'est Claude chez Anthropic, etc. Dans lesquels on va qui vont être utilisés de manière quotidienne par le médecin anesthésiste pour toutes les tâches qu'il a à faire, que ce soit de la synthèse donc de compte rendu d'hospitalisation ou de compte rendu opératoire, par exemple, pour le chirurgien. Et enfin, en rouge, ce qui avait été développé tout au début et qui est peut-être un petit peu moins, puisqu'on parle plutôt d'automatisation, et aujourd'hui, on est extrêmement frileux sur l'automatisation, l'anesthésie et l'animation. Ce sont les boucles fermées. Je vous montrerai un exemple de boucle fermée qui est utilisée au bloc opératoire dans certains hôpitaux en France. Et aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, il y a une explosion donc, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et tout ceci, ça a mené donc, la Haute Autorité de Santé, qui est l'institution qui fait loi dans la santé aujourd'hui en France, à émettre des préconisations, puisqu'ils ont vu qu'il y a des choses qui explosaient littéralement et qu'il fallait probablement mettre des bornes dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé en France. Et ce qui prime énormément quand on lit ces préconisations donc, de l'autorité de santé, c'est finalement qu'il faut être capable, en tant que médecin, mais aussi chercheur, quand on utilise de l'IA, de vérifier les sources de nos données et de communiquer nos résultats pour qu'on puisse être le plus transparent possible sans mettre la vie en danger du malade. Alors c'est difficile finalement de parler d'apport concret de l'intelligence artificielle parce que finalement je pense qu'il faudrait le temps d'un forum pour en parler et pour décliner tout ce qui existe aujourd'hui. Moi j'ai décidé de me focaliser sur quatre points stratégiques que sont la stratification du risque périopératoire, et je vais vous montrer des exemples d'utilisation aujourd'hui, l'anticipation des événements péropératoires, la détection des défaillances d'organes et la dégradation post-opératoire, vous allez voir comment on peut l'utiliser aujourd'hui, et enfin comment l'IA générative elle est utilisée dans la vie quotidienne du médecin anesthésiste réanimateur. Donc déjà la stratification du risque. Donc la stratification du risque, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, hein. Ça fait très longtemps, et ça, quelle que soit la spécialité, qu'on essaye de prédire la survenue d'événements. Hein. Je prends l'exemple de l'anesthésie-réanimation. Je suis en consultation d'anesthésie, je vois un patient pour une chirurgie, je veux savoir si ce patient il est à risque plus élevé de faire des complications. Ça existe depuis des dizaines d'années, il n'y a rien de nouveau là-dedans. D'accord ? On utilise des scores, peut-être que vous en connaissez certains, il y a le SAPS-2, l'IGS-2, le score Charson. Et en fait, ça correspond à une association de variables où, par une méthode statistique qui est dite inférentielle, on va prédire un pourcentage de mortalité post-opératoire, mais c'est absolument pas individualisé aux malades. Il y a d'autres scores, le score MAKE, le score MES, qui eux sont pareils, une addition de variables et qui sont plutôt spécifiques finalement d'un organe et qui vont permettre de prédire la survenue de défaillance d'organes et est-ce qu'il faut prévoir en post-opératoire une suppléance d'organes. Hein, on prend l'exemple la défaillance rénale, est-ce qu'il va falloir prévoir de localiser en post-opératoire, parce que c'est pas du tout pareil en termes d'organisation que le patient qui a aucun risque de faire de la défaillance rénale. Et vous voyez, en fait, ces scores, ils ont été développés à partir de cohortes de patients qui sont des cohortes très importantes, mais qui sont absolument pas individualisées. Et aujourd'hui, à l'ère de la donnée, on a la chance donc finalement d'enregistrer toutes les caractéristiques numériques de nos patients, que ce soit les données anthropométriques, que ce soit les antécédents, les médicaments, que ce soit les examens qui sont faits en pré-opératoire, mais aussi en post-opératoire quand ils sont en réanimation, les données de la chirurgie. Moi, je travaille dans un centre où j'ai développé l'enregistrement des données numériques en pré-opératoire, où on enregistre toutes les données du scope, du respirateur, mais aussi donc, de la chirurgie, toutes les 5 millisecondes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement précis, qui est extrêmement fluide et continu, qui permet vraiment de pouvoir travailler l'intelligence artificielle chez nos patients. Et enfin, toutes ces données, elles vont être combinées pour faire ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle pour affiner la probabilité et individualiser la prédiction du risque per et post-opératoire chez nos patients. Donc le premier papier que je vous présente, c'est un papier qui est sorti il y a maintenant 6-7 ans, c'était juste avant l'arrivée du Covid. C'est une équipe chirurgicale et anesthésique qui a développé
un modèle de machine learning de prédiction de la survenue de complications post-opératoires à partir de 51 000 patients. Vous vous rendez compte, c'est des données qui sont absolument massives. 51 000 patients, c'est extrêmement important. Il est vrai, et on l'a redit hier, que l'Amérique du Nord a une avance sur nous sur l'enregistrement des données. Ils ont compris qu'il fallait enregistrer des données, créer des data warehouse il y a maintenant une vingtaine d'années, et aujourd'hui ils récoltent les fruits de ce pari. Et donc l'objectif finalement de ce modèle de machine learning, ça a été d'essayer de prédire la survenue donc, de complications post-opératoires. Et grâce finalement donc, à cet algorithme, ils ont enregistré toute la donnée, ils ont passé donc, dans l'algorithme qui enregistre les données du patient, les données donc, de la chirurgie, ils ont essayé donc, de prédire la survenue de complications post-opératoires. Et donc du coup, il y a 3 complications auxquelles ils se sont venus. C'était l'insuffisance rénale, la ventilation mécanique et les plaies chirurgicales. À gauche donc, de cette diapo, vous avez donc l'air sous la courbe. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à lire ce genre de graphique, c'est ce qu'on appelle une AUC. Et cette AUC, plus elle est importante, plus on va prédire de manière sensible et spécifique la survenue de la défaillance d'organes. Et donc vous voyez, pour ce qui est en bleu, on ne voit pas très bien, qui est la survenue de défaillance respiratoire et en vert, la défaillance d'insuffisance rénale, eh ben, on était extrêmement sensible et spécifique, c'est-à-dire qu'on arrivait à prédire la survenue finalement de la défaillance d'organes. Et vous voyez, pour la mortalité, c'est le graphique de droite que vous avez, il y a quasiment un angle à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on arrivait quasiment à coup sûr à prévenir la survenue de la mortalité chez ces patients. Donc la question c'est finalement pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça tous les jours? Et vous le savez, quand on a mis en place un modèle, donc un algorithme de machine learning, il a été développé dans une population bien spécifique. Il a été développé aux États-Unis dans un type de chirurgie. Et ce qui vaut aujourd'hui en termes de validation, c'est l'utilisation de ce modèle de machine learning dans des cohortes de validation. Et aujourd'hui, c'est le plus gros du travail, c'est de valider ces modèles de machine learning dans des cohortes. Et malheureusement, ce modèle, il n'avait pas été validé, donc du coup, on ne l'utilise pas. Un autre modèle donc, de machine learning, cette fois-ci sur la prévision de la complication post-opératoire, un petit peu comme ce qu'on a vu juste avant, sauf qu'avant on a parlé de 50 000 patients, là on parle de 110 000 patients. Vous voyez l'importance donc, des données en termes de volume, et il s'était intéressé à 4 types de complications post-opératoires: l'insuffisance rénale, le délirium neurologique, l'insuffisance de survenue de thrombose, et de défaillance respiratoire. 5 modèles de machine learning différents, on ne va pas les détailler parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, et ils ont regardé un petit peu quel était le meilleur modèle de machine learning. Et pareil, donc là vous avez un graphique, on dit une AUC, une aire sous la courbe. Alors, en termes de prédiction sur certaines complications, notamment complications neurologiques, le modèle de machine learning, il n'était pas très bon. Il n'arrivait pas à prédire la survenue de complications neurologiques. Par contre, ça marchait très très bien pour la survenue donc, de pneumonie et la survenue d'insuffisance rénale et de thrombose veineuse profonde. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque ça va nous aider, nous, en tant que cliniciens, à tirer un signal d'alarme alors qu'on ne suspectait même pas la possibilité de survenue de cette complication. Pareil, un autre papier sur un autre modèle de machine learning, mais je pense que comme le temps est assez contraint, je ne vais pas y passer 10 minutes dessus. Et donc ils avaient eux aussi réussi à prévoir de manière assez correcte la survenue de la défaillance rénale et de la mortalité. Donc aujourd'hui on voit bien qu'en termes de prédiction, l'IA, il y a un apport de l'IA sur la précocité donc, de la prédiction. Ça va nous aider à nous tirer un signal d'alarme sur attention, ce patient-là il est à risque de complications post-opératoires, quelles qu'elles soient. On a dit que c'était meilleur sur certaines complications, notamment rénales et respiratoires, moins bien sur le plan neurologique. Mais du coup, en tirant ce signal d'alarme, on peut de manière très précoce nous organiser dès la consultation d'anesthésie. Deuxième type d'utilisation de l'intelligence artificielle en anesthésie-réanimation, c'est l'anticipation et la correction des événements péropératoires. Donc moi je vous l'ai dit, je suis anesthésiste-réanimateur et j'aimerais bien savoir quand est-ce que mes patients vont être notamment hypotendus. Parce que vous le savez, par exemple,
L'hypotension, c'est quelque chose qui est délétère chez le patient, quelle que soit sa valeur, et notamment sa durée. Il est extrêmement important de pouvoir la prédire. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans le monitorage péropératoire de nos patients. Je vous présente une machine qu'on appelle, qui a été développée par le laboratoire Edwards, qui utilise un algorithme de machine learning sur la prédiction de l'hypotension péropératoire. Ça s'appelle l'HPI. D'accord ? Cet HPI, comment ça fonctionne ? Il va enregistrer de manière permanente la courbe de pression artérielle. C'est ce que vous avez là représenté donc, au centre de la diapo. Et il va découper selon donc, différentes phases qui correspondent à cette courbe de pression artérielle. Et grâce à des milliards de données enregistrées chez des patients en antérieur, il va être capable donc, de prédire la survenue d'une complication hémodynamique et notamment de l'hypotension post-opératoire. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait en tant qu'anesthésiste réanimateur, je vais être capable de prédire la survenue de l'hypotension 10, 15, 20 minutes avant qu'elle arrive. D'accord ? Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que certains événements ne vont pas être pris en compte. Par exemple, moi j'utilise des médicaments qui sont vasoplégiants pour pouvoir endormir donc, le patient. La machine elle ne va pas prévoir que je vais utiliser ce médicament à tel moment et donc du coup ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui est sûr, c'est que finalement, c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant parce que c'était très prometteur. On s'est dit, bon, bah, c'est génial, on va pouvoir prédire la survenue de l'hypotension. Et finalement, dans ce papier-là, ils ont démontré qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, et le médecin était capable de prédire lui-même la survenue de l'hypotension. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui était prometteur et qui finalement n'est pas tant que ça, d'autant plus qu'en termes de pronostic d'outcome dur tels que la mortalité, la complication post-opératoire, c'était pas différent entre les deux groupes. Donc voilà un exemple d'intelligence artificielle extrêmement développée, extrêmement prometteuse, mais qui ne porte pas ses fruits sur le plan clinique pour le moment. Sur ce papier-là, il y avait là aussi la prédiction de survenue de complications post-opératoires à partir donc, du monitorage hémodynamique, et donc ils ont regardé si la prédiction de la survenue de l'hypotension péropératoire par l'intelligence artificielle, un modèle de machine learning, ça permettait donc de prédire la survenue de complications post-opératoires. Et là, de manière assez étonnante, mais plutôt rassurante, eux, ils avaient réussi donc finalement à prédire la survenue de la complication, en tout cas de l'hypotension péropératoire. Vous voyez, avec une réduction de l'hypotension en péropératoire parce que le médecin il était prévenu de la survenue de cette hypotension. Donc on voit bien finalement que si on s'intéresse à l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'hémodynamique péropératoire, c'est totalement faisable, on peut prédire les survenues des complications, mais pour le moment ça reste à démontrer en termes de bénéfices, de critères durs, c'est-à-dire moi je suis anesthésiste, je suis au bloc, très content de savoir que l'hypotension va arriver, mais si finalement j'utilise une machine qui coûte plusieurs milliers d'euros et qui n'est pas capable de sauver mon patient, ou en tout cas de réduire les complications post-opératoires, il n'y a aucun intérêt. Il y a combien de temps ? Eh bien très bien, on accélère. Enfin, la boucle fermée, c'est une machine qui a été développée par l'hôpital Foch, où à l'intérieur, eh bien, la machine, en fonction des paramètres vitaux, elle va être capable de délivrer les médicaments donc, hypnotiques pour qu'on ait toujours le même type d'anesthésie. Donc ça marche très bien, mais ça coûte très très cher et personne ne l'utilise. Enfin, on a l'anesthésie loco-régionale aussi, l'intelligence artificielle, mais ça je pense que d'un point de vue, on en parlera par la suite en radiologie. Comment est-ce que je peux détecter plutôt la dégradation post-opératoire en réanimation en utilisant l'intelligence artificielle ? Eh bien, ça c'est toute la partie réanimation. Il y a quelques jours, il y a le consortium sur le choc septique qui a émis de nouvelles recommandations où ils ont dit qu'il fallait de manière plus précoce prédire la survenue donc, du sepsis et il fallait le traiter le plus rapidement. Donc ça c'est très très bien, mais aujourd'hui nous on se pose la question de est-ce que l'IA peut nous aider ? La réponse est oui. Il existe des outils aujourd'hui, par exemple le TRWS, qui est un logiciel de machine learning dans lequel vous allez rentrer les paramètres de vos patients et il va être capable de vous dire est-ce qu'il y a un sepsis, oui ou non.
Et ça a été donc évalué dans plein d'études, et notamment des études nord-américaines. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en utilisant cette machine, eh ben, on diminuait la mortalité, vous voyez, à peu près donc, de 3% entre les deux groupes, 3% sur des centaines de milliers de patients, c'est absolument énorme, et on diminue aussi la durée d'hospitalisation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, qui sont extrêmement prometteuses, mais qui sont encore sur, on va dire, le versant expérimental. On va accélérer un petit peu. Ouais, mais très bien. Donc du coup, l'IA, vous l'avez compris, en termes de prédiction, ça nous permet donc de détecter plutôt la dégradation post-opératoire. Elle ne remplacera jamais le médecin, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et elle va juste augmenter notre vigilance. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on retienne, c'est le fait qu'il faut que les médecins se rassurent, on ne sera jamais remplacé par ChatGPT, et de toute façon, il y a des papiers qui ont montré que ChatGPT faisait beaucoup moins bien que les médecins, et heureusement. Quelques mots sur l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. C'est des modèles de LLM que vous connaissez. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Il y a plus de 86% des médecins qui utilisent l'IA générative. On l'utilise pourquoi? Pour nos comptes rendus, pour nos protocoles, pour faire des synthèses documentaires. Vous peut-être connaissez le site Open Evidence qui a été développé par le Jamal Ansel New England, qui vous fait une espèce de résumé d'études que vous leur demandez. C'est extrêmement intéressant et c'est surtout très bien. Et ça vous aide aussi pour faire des aides pédagogiques. Ce que ça ne doit pas faire, et il me reste encore 2 diapos, c'est que ça ne doit surtout pas faire de décision clinique autonome. Parce que là, c'est sûr qu'on va au carton, que l'IA ne peut pas remplacer un médecin qui a fait 15 ans d'études, parce qu'on a cette expertise et on a cette expérience, et comme je le dis tout le temps à mes étudiants, l'expérience, c'est pas un diplôme, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est pareil pour les machines de LLM. Les conditions de succès, juste 2-3 mots là-dessus. Pour utiliser une IA donc en anesthésie-réanimation de manière plus générale donc en médecine, il faut que ça soit validé sur le plan externe, ça c'est extrêmement important. C'est pas parce que ça a marché dans une cohorte que ça va marcher chez moi. Il faut l'intégrer à ce qu'on fait tous les jours, à notre workflow. Il faut que ça soit supervisé par le médecin et ça c'est absolument nécessaire. Il faut former nos équipes et il faut rassurer nos médecins. C'est une aide pour l'activité de tous les jours, mais ça ne doit pas se substituer aux médecins. Ça marche pas. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a un cadre réglementaire qui a été posé par l'Union européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est rentré en vigueur le 1er août 2024, et aujourd'hui on ne peut plus faire ce qu'on veut en intelligence artificielle, et encore moins quand on veut publier. Ça c'est extrêmement important et à garder en tête. Donc pour conclure, si on me posait la question, et c'est la question que vous m'avez posée, et ben moi l'IA je l'utilise bien entendu, ça me permet d'anticiper, de standardiser mes prises en charge et de prioriser mes patients, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation. Par contre, je garde en tête que c'est encore limité, qu'il y a des preuves qui doivent être fondées pour dire voilà que ça marche vraiment. En tout cas sur l'IA générative, c'est extrêmement intéressant, je gagne énormément de temps. Et rassurer vos médecins surtout sur le fait qu'ils ne seront jamais remplacés par ChatGPT ou par Claude, et bien heureusement, parce que sinon je pense que je ne sais pas ce que je ferais de ma vie. Voilà. Merci beaucoup. On vous remercie, Dr Degnaud, pour cette excellente présentation qui était claire, précise, pertinente, qui nous a donné un apport sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'anesthésie et réanimation. Je pense que c'est une routine qu'on laissera des questions à la fin des expositions, plus la limite des temps.